Bonjour Monsieur Conessa, Bonjour, merci de nous recevoir pour Fréquence Populaire. merci de vous intéresser à ce que je peux penser. D'autant plus que vous fûtes un des premiers qui avait essuyé les plâtres de Fréquence Populaire quand on n'avait pas encore 120 000 abonnés, Ah bah, et qu'on avait que quelques centaines. Donc, félicitations. et puis vous avez récemment été interviewé aussi par Diane Lagrange chez nous. Donc on vient vous voir aujourd'hui pour avoir vos lumières sur ce qui se passe avec cette guerre en Iran et pour élargir un peu le focus et pas rester bloqué sur l'endroit où tombent les drones ou les missiles et puis les élucubrations de Donald Trump, mais pour voir comment on peut s'en sortir. Alors d'abord, pour ceux qui ne vous connaissent pas, eh bien vous êtes agrégé d'histoire, vous avez enseigné l'histoire, ensuite vous avez fait l'ENA, et vous avez été haut fonctionnaire, en particulier un de nos grands géopoliticiens, analystes stratégiques. Vous avez écrit de nombreux livres qui portent sur la géopolitique, les réseaux saoudiens en France. D'ailleurs, aujourd'hui, alors je vais noter parce que malheureusement, il devait arriver aujourd'hui, mais des fois les maisons d'édition ont des petits problèmes techniques. Donc c'est la géopolitique pour les vraiment nuls et les décideurs politiques. Voilà, c'est le dernier, celui-là, qui doit sortir aujourd'hui, ouais. Voilà. Je constate que les décideurs politiques viennent après les vraiment nuls. Non, il faut excuser les gens de ne pas connaître les 196 États de la planète. Ah oui. Mais par contre, quand on a les moyens de déclarer une guerre, si vous voulez, il faut se renseigner avant, quoi. C'est vrai. Surtout que vous avez remarqué que la guerre est une science inexacte. Hein. Ah oui. C'est pas toujours celui qui croit qu'il va gagner que... Ben justement, l'Iran a l'air d'être exactement ce cas typique. Alors vous avez aussi parlé de la construction de l'ennemi, de l'influence des médias, comment les médias dessinent l'adversaire, parfois provoquent des guerres. Alors, on pense par exemple à Hollywood, armé de armes Arme de propagande massive. Propagande massive des États-Unis, le livre Vendre la guerre, le complexe militaro-intellectuel, et donc et d'ailleurs, certains analystes se sont rendus compte qu'aux États-Unis, c'était parfois les médias qui poussaient plus à la guerre que les politiques. Et que les militaires. Et que les militaires. Dans le cas iranien, apparemment, c'est assez clair, puisque le général en chef d'Amkain avait l'air plutôt de freiner des cas de fer avant d'aller en Iran. Alors ma première question, c'est justement sur cette construction de l'adversaire. Est-ce qu'il y avait une chance de ne pas aller en guerre avec l'Iran, compte tenu du fait de la manière dont ce pays et ses dirigeants actuels sont dépeints en Occident et spécifiquement aux États-Unis? Écoutez, j'ai écrit La fabrication de l'ennemi parce que je me rendais compte, après avoir quitté mes fonctions, donc j'étais à ce moment-là libre de propos, que beaucoup des analystes considèrent qu'une démocratie c'est pacifiste et qu'une dictature c'est belliciste. Bon. C'est pas la réalité. Bien au contraire, hein, rappelez-vous quand même que les deux grandes démocraties du 19e siècle, la France et la Grande-Bretagne, étaient les deux grandes puissances coloniales de la planète. Bon. Évidemment, c'était pour le bien de l'humanité et pour le bien des populations soumises. Mais vous voyez combien, si vous voulez, la bonne conscience peut servir à déclencher des guerres. Et à l'inverse, vous avez des dictatures qui sont d'autant plus peinardes qu'effectivement, elles savent que s'il y a guerre, le régime peut perdre de pouvoir. Bon. Donc, l'analyse, il faut partir des victimes. Qui sont les victimes d'un conflit? Et à partir de ce moment-là, les choses s'éclaircissent beaucoup plus. Parce que vous vous dites, mais pourquoi ces gens-là sont-ils considérés comme une cible qu'on puisse massacrer? Donc ça, c'est le processus. C'est pour ça que j'ai écrit. Alors, j'ai fait les typologies pour montrer comment, selon que c'est un différend territorial, il vaut mieux les historiens et les géographes. Si c'est un conflit religieux, il vaut mieux les hiérarchies religieuses. Donc, vous avez ce que ensuite j'ai appelé le complexe militaro-intellectuel, c'est-à-dire autant dans la guerre froide, c'était le complexe militaro-industriel, c'est-à-dire il fallait avoir la supériorité technique militaire avec l'adversaire. C'était deux grandes superpuissances. Autant après ça, si vous voulez, la supériorité militaire est acquise. Et donc, le motif de la déclenchement de la guerre... Alors, il y a une étape qui est très importante à garder à l'esprit, dont on n'a pas mesuré l'importance à l'époque. C'est la guerre du Golfe. Pourquoi la guerre du Golfe? Première guerre post-guerre froide. Saddam Hussein, qui, rappelez-vous, était un grand démocrate, un modernisateur quand il se battait contre l'Iran, devient tout à coup un dictateur... Donc la première de 91. Celle de 91, oui, tout à fait. Alors, bon, rappelez-vous, le Koweït et les pays du Golfe avaient beaucoup financé la guerre. Maintenant, ils réclamaient le pognon. Bon.
Donc l'argument de Saddam, c'était de dire non, on a le pays du sang, le prix du sang, donc vous payez. Bon, puis comme visiblement les pays du Golfe n'avaient pas l'air d'être très sensibles à l'argument, il y a cette décision qu'ils prennent d'envahir le Koweït. Grande démocratie, comme chacun sait. Et donc, on va tout à coup renverser toute la problématique, c'est-à-dire c'est devenu un dictateur qui envahit ces pays environnants et il faut l'empêcher de nuire. Et donc, on va donc avoir une guerre qui a plusieurs caractéristiques, guerre validée internationalement, la Russie ne s'oppose plus à ça, et donc vous avez une coalition de 35 pays pour aller défendre le Koweït. Bon, tout le monde n'a pas contribué vraiment militairement, mais enfin, grosso modo, la résolution est votée par 35 pays. Cette guerre a plusieurs caractéristiques. D'abord, c'est une guerre annoncée. On lui laisse 6 mois pour qu'il parte. Pendant ce temps-là, toutes les chaînes de radio de la télé importantes de la planète viennent s'installer et commence un processus qui est essentiel aujourd'hui, c'est la chaîne d'info en continu. Moi, je me souviens, je rentrais, si vous voulez, chez moi à midi pour voir qu'il y avait du nouveau, mais il n'y avait rien de nouveau, puisque la date n'était pas encore arrivée. Mais les chaînes... C'était l'heure de la 5. C'était la 5 et c'est le CNN. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle commence à fabriquer de l'information, puisqu'il n'y en avait pas. Et donc, vous aviez le reportage sur le gros contingent poldo-slovaque, sur la femme qui s'était perdue dans le désert, enfin bref. Et donc, à la date indiquée, effectivement, la guerre commence. Mais elle ne dure que, je ne sais plus, 42 heures ou quelque chose comme ça. Alors, attendez, il y a tromperie sur la marchandise, ça fait 6 mois qu'on attend, on attend un grand spectacle, et tout à coup, la guerre est gagnée. Et donc, il y a une espèce d'ivresse. Les combats de boxe avec Tyson qui règlent tout dans les 9 secondes, et bon... Ça fait cher le ticket à Las Vegas. C'est ça, mais lui, en même temps, oui, c'est vrai qu'il y a tromperie à Las Vegas, c'est pareil aussi avec Tyson. Mais donc, on est sur quelque chose, si vous voulez, dans lequel on se dit, mais c'est fantastique, c'était la 4e armée du monde, battue en 43 heures, je ne sais plus combien. Vous dites, alors, je ne sais jamais su qui était la 3e, mais enfin, celle-là, c'était la 4e, officiellement. Parce que ça fait partie de la problématique de communication. Hein, bon. Elle était censée être battue contre l'Iran, donc elle était censée avoir une armée de l'expérience, avec des moyens, etc. Je reviens un petit flash en bac. Rappelez-vous que quand Saddam Hussein vient faire le tour des capitales de la planète après la révolution iranienne, il vient nous dire, moi je vais leur faire la guerre, mais parce que rappelez-vous quand même que les relations avec l'Iran étaient mauvaises, mais vous garantissez que vous ne me mettez pas sous embargo. Ah oui, d'accord, allez-y, chef. Et donc on va faire une guerre dans laquelle on va soutenir l'agresseur et on va mettre sous embargo l'agressé. Alors dans le martyrologue iranien, mis sous embargo, ça veut dire que les types qui marchaient sur le champ de mines, c'était des types qui se sacrifiaient pour faire sauter les mines pour que les combattants puissent passer derrière. Ça laisse des traces dans une population là-dessus. Hein. Vous avez du mal à faire passer l'idée que le monde occidental est pour le bien de l'humanité. Vous avez raison d'évoquer cette guerre Irak-Iran qui a soit volontairement, soit involontairement pour la plupart été complètement oubliée, et le rôle terrible qu'ont eu les États-Unis, un peu la France de pousser à la guerre. On se rappelle même Rumsfeld qui était allé là-bas, donner des composés chimiques pour l'Irak, qui va s'en servir, y compris sur ses propres Kurdes. Bon, ça on a un petit peu oublié. Et effectivement, c'est les Iraniens qui étaient sous embargo et les Irakiens qui étaient soutenus. Il y a un épisode très intéressant à rappeler. Vous savez, vous vous souvenez, les gardiens de la Révolution, comme dans toutes les révolutions, les sans-culottes locaux attaquent l'ambassade américaine, dont on se dit c'est bizarre qu'elle n'ait pas été évacuée quand même. Mais enfin bref. 79. 79 justement, pendant la Révolution. Ils avaient quelques dents contre les Américains. Bon, ils pensaient 53, le renversement de Mossadegh, enfin le rôle. Bon. Alors pourquoi l'événement est intéressant? Parce qu'ils vont arriver donc dans l'ambassade, ils vont prendre des otages. Et donc il y a effectivement violation de la Convention de Vienne, puisque vous avez des gens normalement protégés par un statut diplomatique. Et puis en même temps, ils vont arriver dans une ambassade qui n'a pas pris toutes ces précautions, et donc ils vont trouver non seulement des documents entiers, mais en même temps des documents déchiquetés. Et ils vont donner ces lamelles à des tisseuses de tapis qui vont reconstituer des documents. Ils vont publier ces documents ensuite pour montrer les multiples ingérences américaines dans la vie politique iranienne. Alors vous dites, attendez, lequel des deux viole la Convention de Vienne? Celui qui passe son temps à donner au Shah les instructions pour ce qu'il faut faire, pour dénoncer ses ennemis, etc., ou ceux qui prennent des otages? Je laisse la question ouverte, mais encore une fois, c'est pour vous dire combien, si vous voulez, cette guerre est compliquée, pourquoi les Iraniens, ce martyrologue, est une espèce d'identité, si vous voulez, aujourd'hui, qui s'est construite, avec évidemment l'épisode de la guerre du Golfe, c'est-à-dire que là, ils ont le sentiment, si vous voulez, d'avoir été trahis un peu par tout le monde. Dernière originalité, je reste là-dessus, les Iraniens sont chiites. Ils sont perses, ils ne sont pas arabes. Une de leurs manières de marquer leur différence, c'est justement d'avoir adopté cette pratique de l'islam, qui est le chiisme, et le chiisme se caractérise par le fait qu'il y a une hiérarchie. Pourquoi je dis ça? Parce que cette hiérarchie est évidemment un élément politique de l'identité iranienne,
On l'a vu avec Khomeini, avec tout ce qui se fait, etc. Et donc, on ne mesure pas, si vous voulez, par exemple, en 79, Khomeini vivait en Irak. Il était protégé par Saddam Hussein. Bon, Giscard propose au Shah d'Iran, écoutez, on va le prendre chez nous, il sera tranquille, il n'emmerdera pas le monde, etc. On le fait venir, on offre le château. Et j'avais des copains qui étaient à la maison de l'ambassade d'Iran, c'est vous voyez ici, c'est-à-dire des gens qui étaient des étudiants éduqués, etc., mais qui voyaient la situation politique dans leur pays, ils allaient voir Khomeini. Ils n'étaient pas pratiquants du tout, c'était des laïcs, c'était des communistes, tout ce que... Mais il y avait tout à coup la personnalisation d'un individu qui symbolisait l'opposition. Et vous connaissez la suite du match, et il va prendre l'avion, 2 millions de personnes l'accueillent à l'aéroport de Téhéran. C'est-à-dire que pour nous, il y avait quelque chose qu'on ne comprenait pas. Et ça avait déjà surpris tout le monde à l'époque. Ah ben oui, les 2 millions. Mais si vous voulez, on n'avait pas les éléments intellectuels pour comprendre, puisque la religion, depuis Marx, Freud, Nietzsche, etc., on savait que c'était fini, c'était un facteur résiduel. Or, ils nous ressortent la religion comme facteur d'identité. Et donc, si vous voulez, on a eu beaucoup de mal à s'adapter, à comprendre, etc. Et puis le laïc, c'était Saddam Hussein. Bon, vous voyez un peu, j'arrête là-dessus. Donc, si vous voulez, cette compréhension de l'autre, et en particulier de la place que l'utilisation de la force peut avoir sur lui, n'est pas obligatoirement celle qu'on fait ici dans une espèce de laboratoire ou dans un think tank, mais quelque chose dans lequel on mesure que la force crispe l'attitude de l'autre. Et cette crispation, elle va prendre des caractéristiques. Bon. Donc, si vous voulez, le fait de ne pas vouloir comprendre comment l'autre fonctionne pour savoir si la justification de la violence, si la violence peut être utile, c'est important. Alors, quand vous avez un individu qui est complètement inculte comme Trump, pour lui, c'est évident que c'est un homme formé par Hollywood. Vous savez, Hollywood a une caractéristique, c'est le seul système militaro-intellectuel qui a créé le super-héros. Le super-héros, c'est Sylvester Stallone, c'est Schwarzenegger, etc., et qui sont à eux seuls capables de résoudre une guerre. Donc moi, j'avais proposé une fois qu'ils y aillent tous les deux, si vous voulez, pour résoudre la guerre, puisque à chaque fois, j'avais fait les calculs dans les films de, je ne sais plus lesquels, je crois que c'est les films de Stallone. Le premier, vous vous souvenez, c'est l'ancien combattant qui revient. Oui. Bon, il y a un mec qui lui tire dessus, mais il tombe d'une fenêtre, il y a un mort. Le succès du film est tel qu'ils font évidemment un Rambo 2, et le Rambo 2, on va l'envoyer libérer des pilotes américains qui sont toujours pris par je ne sais plus qui, quel salaud, les Irakiens, peu importe. Là, il en tue 57, je crois, quelque chose comme ça. Ça marche tellement bien qu'ils font un Rambo 3, et là, je crois que les chiffres explosent, il a 275 morts, quelque chose dans ce genre-là. C'est en Afghanistan, il arrête des arcs sur les hélicoptères. Voilà, c'est ça. Et donc, vous vous dites, mais c'est prodigieux, ça veut dire que pour un type qui vit dans le Middle West, non seulement le combattant américain est une espèce de race pure, l'ennemi est une espèce de truc qu'on peut massacrer qui évidemment n'a aucune logique, et tout ça pour le plus grand bien de l'humanité. Donc j'arrête si vous voulez là-dessus, mais parce que ce complexe militaro-intellectuel, dont nous n'avons, nous, évidemment, que des abstrats, si vous voulez. Mais on voit bien qu'un type comme Bernard-Henri Lévy, si vous voulez, est l'exemple même, si vous voulez, de l'individu qui participe de ce complexe militaro-intellectuel. Son heure de gloire, c'est la Libye, puisque, effectivement, quand va commencer l'insurrection en Libye, il va aller par l'Égypte, aller jusqu'en Libye, puis revenir voir Sarkozy en lui disant « ça y est, la révolution est en marche, il faut les aider ». Effectivement, on le fait dans un cadre international qui est il faut empêcher Kadhafi d'utiliser son arme de suprématie, c'est-à-dire l'aviation. Et donc, il y a une résolution onusienne, franco-anglaise, pour dire l'aviation française et américaine, anglaise viendront empêcher Kadhafi de faire décoller ses avions. Jusque-là, ça allait, puisque c'était en fait limiter l'intervention internationale à empêcher que le déséquilibre soit trop évident. Résolution 1973. Pardon ? C'est la résolution 1973. Vous avez plus de mémoire que moi j'oublie tout ça. Et donc, la suite, vous la connaissez, tout à coup va courir un bruit dont on ne connaît pas l'origine, une colonne de chars est en train de se diriger vers Tripoli, donc il faut l'empêcher. Et donc les avions qui n'avaient pas ce mandat ont ordre de massacrer au sol quelque chose qui va être, enfin en tout cas de faire une intervention au sol. Alors l'intervention après, je ne connais pas de bombe qui fasse la différence entre un tank, un combattant, des avions, une femme et un terroriste, si vous voulez, mais bref, ça fait basculer la guerre, et puis, vous connaissez la fin de l'histoire, Kadhafi essaye de se sauver, il est attrapé, il est lâché par la population. Mais, vous tirez le bilan que vous voulez de cet épisode, c'est-à-dire que vous dites, effectivement, il y a une dictature qui s'est écroulée. Moi, j'y suis allé en Libye avant, j'y suis allé avant l'épisode. Et c'est vrai qu'on avait l'impression que c'était à la fois un pays dont le bénéfice du pétrole était réparti, parce qu'il y avait effectivement des constructions neuves, il y avait un certain niveau de vie, etc. Et en même temps, une espèce d'abruti absolu qui était convaincu que l'avenir de la planète, c'était lui qui l'a décidé. Et donc, vous avez toutes les thématiques des crises actuelles. C'est-à-dire,
de quel droit intervient-on? Le moyen militaire est-il le plus légitime? Et est-ce qu'au bout du compte, on a le résultat qu'on espère escompter? Et le tout étant motivé par le complexe militaro-intellectuel, c'est-à-dire le fait que vous avez aujourd'hui des plateaux télé dans lesquels des tas de gens vont vous expliquer s'il faut faire la guerre, pourquoi il faut faire la guerre, contre qui il faut faire la guerre. Bon, mais évidemment, ils ne vont pas faire la guerre. Hein. C'est ni Régis Debray, ni Malraux. Faut quand même pas confondre, quoi. Chacun dans sa rubrique. Donc voilà, c'est la mécanique actuelle à laquelle je participe, hein, je vous rassure. Moi, j'ai vécu un épisode très personnel, très intéressant. J'étais sur le plateau de Pascal Praud. Il venait d'y avoir le massacre du 7 octobre. Le massacre du 7 octobre, vous vous souvenez, c'est de Gaza partent des types du Hamas qui vont massacrer des Juifs dans les colonies du Sud, etc., etc. Massacre horrible, avec viol, massacre d'enfants, tout ce que vous voulez, etc. Donc l'émoi international est immense. Et moi, j'étais sur le truc de Pascal Praud, et je dis, mais attention, faites attention, repensez au début de la guerre d'Algérie. Un massacre à Constantine, à Colo, pareil, déjà des femmes massacrées, des femmes violées, etc. Tout le monde a eu la même réaction que celle que vous avez aujourd'hui. Ce sont des terroristes, on ne peut pas discuter avec eux, il faut envoyer l'armée. Vous connaissez la fin du match, 8 ans de guerre, pour aboutir à l'idée qu'il y avait quand même une cause politique derrière le massacre. Mais quand j'ai dit ça, je voyais les gens sur le plateau qui étaient tétanisés. Parce qu'ils se disaient, mais il est en train de justifier le massacre. Pas du tout. C'est simplement cette prise de distance pour laquelle les experts devraient de temps en temps essayer de calmer le jeu en disant, comprenons et ensuite on décide. Là, vous aviez quelque chose qui était du réactif, de l'émotionnel, quoi. Voilà. Bon. Mais justement, est-ce que ce complexe militaro-intellectuel, la méconnaissance crasse visiblement de l'Iran, n'a pas auto-intoxiqué les décideurs américains? Alors, très certainement Donald Trump, qui n'est pas extrêmement cultivé, mais y compris les autres, de se dire que, en fait, on peut y arriver. Il y a eu des émeutes en janvier. On bombarde un petit peu, on élimine quelques chefs, leaders, on soutient de loin l'opposition et tout sera réglé là aussi, en 48 heures. L'espoir, c'était que ce soit comme la guerre d'Irak. Et puis, en fait, on est à la 4e semaine. Il faut le reprendre comme un continuum historique. Bon, d'abord, il y a cette guerre du Golfe, dans laquelle on sort, évidemment, puisque nous sommes en possession des moyens militaires de résoudre n'importe quelle crise, on va utiliser les moyens militaires. Bon. Rappelez-vous la Somalie, même pour une crise humanitaire, on va du militaire. Bon, et comme les Américains veulent faire les choses en gros, ils disent, mais attendez, non, pour faire de l'aide humanitaire, il faut prendre Mogadiscio, parce qu'il y a un port, etc. Donc, on va attaquer Mogadiscio. Le chef de guerre local, Haïti, qui avait une petite expérience militaire, il savait que les mecs tenteraient le coup. Donc, il les attendait. Quand il abat 2 hélicoptères américains, qu'il y a 20 djihadistes qui sont tués, les Américains se retirent. Mais ils n'informent même pas le contingent français. C'est les militaires français qui me l'ont dit. Bon, donc vous vous rendez compte que tout à coup se disparaît cette espèce de mission civilisationnelle dont s'étaient convaincus les Occidentaux. Bon, aujourd'hui, la Somalie, les mecs peuvent crever de faim, c'est pas grave, on s'en fout. Maintenant, vous voyez, elle a perdu l'agenda médiatique. Et donc après ça, vous êtes dans une situation où effectivement, on a eu quelques interventions, Yougoslavie, machin, etc. Mais surtout, le 11 septembre. 11 septembre, vous avez en Mondiovision 2 symboles de la puissance américaine, qui ont été une Tower, détruits par des avions envoyés par Ben Laden, tiens, on le connaissait celui-là, et peuplés de kamikazes. Je veux dire, le choc aux États-Unis est tel qu'il fallait une guerre pour se venger. L'extraordinaire, c'est que quand George Bush, alors qu'il n'y avait qu'un Saoudien sur 19 terroristes dans les avions, George Bush fait le discours sur l'état de l'Union en janvier 2002, dans lequel il désigne l'Iran, l'Irak et la Corée du Nord. Vous imaginez la tête des Nord-Coréens quand ils ont appris qu'ils étaient responsables du 11 septembre. Et donc, vous avez cette espèce... Alors, comment se décide ce truc? Ce qui est intéressant, c'est que, si vous voulez, derrière le changement de posture américaine, qui est donc dans le nouveau contexte stratégique, c'est 2 forces politiques dont on n'a pas mesuré l'ampleur. Bon, les néoconservateurs, c'est comment garder la suprématie américaine, puisqu'aujourd'hui, c'est la seule superpuissance. Les néoconservateurs américains, c'est le choc des civilisations. Choc des civilisations, on va vous faire le tableau, vous allez voir. Et comme par hasard, les civilisations menaçantes, c'est l'Asie et le monde arabe. J'aurais pu écrire les conclusions avant d'arriver à ça. Et le deuxième, c'est Fukuyama, la fin de l'histoire. Bon, merde, moi, pour ici, historien, apprendre la fin de l'histoire, ça me gêne, si vous voulez. Et donc, il dit, mais ça va être le triomphe des démocraties libérales. Quand vous avez vu, il a eu raison. Et il va soutenir la guerre en Irak, d'ailleurs. Hein. Donc, ce monde-là est traumatisé par le 11 septembre, puisque tout à coup, c'est sur leur territoire que se passe la guerre. Et rappelez-vous que les Américains n'ont jamais connu la guerre sur leur territoire. La guerre de sécession, le dernier ancien combattant est mort en 1955.
Alors après, il y a l'entretien cinématographique, etc. Mais en gros, la population américaine ne sait pas ce que c'est que d'être bombardée, ne sait pas ce que sont des massacres sur le territoire, etc. Bon. Et donc, première décision, ça va être l'invasion de l'Afghanistan, puisque Ben Laden est là-bas. Je suis sûr que notre ami était entouré de militaires ou de conseillers qui disaient l'Afghanistan, chef, vous inquiétez pas, on sait ce que c'est, les Russes ont été battus, ils vont nous accueillir comme des héros. Mais c'est extraordinaire parce que effectivement, il va envahir en Afghanistan à cause de Ben Laden et évidemment, il va apporter la démocratie. C'est un paquet cadeau, quoi. Moi, je suis allé en Afghanistan. Afghanistan avant, hein, j'ai pas de responsabilité dans l'invasion russe. Quand vous êtes en Afghanistan, vous arrivez par la capitale, j'étais en voiture. Hein, donc, si vous voulez, la transition géopolitique est d'autant plus visible, si vous voulez, que quand vous quittez l'Iran et que vous entrez en Afghanistan. Et il y a une chose qui frappe immédiatement, c'est que dès que vous quittez la capitale, vous vous rendez compte que dans chaque vallée, vous avez une entité différente, culturellement, et, linguistiquement, ethniquement, etc., etc. Parce que l'Afghanistan est ce qu'on appelle une zone de confins en termes géopolitiques. C'est-à-dire que se sont réfugiés en Afghanistan toutes les populations qui étaient pourchassées par les empires environnants. L'empire perse, l'empire russe, etc., l'empire indien, etc. Et donc, chaque vallée est différente de la précédente. Ça veut dire que vous pouvez toujours prendre la capitale, tout le monde s'en fout. Mais par contre, c'est là que commence le boulot. C'est-à-dire, c'est là qu'il faut se payer toutes les... Et là, à ce moment-là, toutes les puissances, quelles qu'elles soient, s'y épuisent. Les Russes, ils sont restés 10 ans. Et nous, on est restés 20 ans. Alors, ce qui était intéressant, c'est qu'à l'époque russe, donc nous, on pouvait pas y aller, mais enfin, il y avait quand même quelques personnes qui y mettaient les pieds, comme Olivier Roy. Et Olivier Roy, il revenait en disant, mais c'est étonnant, les Russes sortent pas de leur casernement, ils ont des problèmes de logistique, ils reçoivent pas, ils sont amenés parfois à faire une descente dans un village pour piller de la nourriture. C'est pas l'image de l'armée rouge qu'on avait, si vous voulez. Hein, bon. Mais enfin, c'était que l'Afghanistan. On disait certainement que le corps de métier doit rester à peu près intact. Au bout de 10 ans, vous connaissez la suite, il se retire. Nous, on y va, et nous, on y va évidemment pour apporter la démocratie. Encore une fois, dans un pays comme celui-là, je ne sais pas qui va inventer la démocratie en Afghanistan, mais les Russes, il restent 10 ans, nous, on y reste 20 ans, et au bout du compte, reviennent les talibans. Vous voulez que je le reprenne doucement ou c'est pas la peine? C'est-à-dire qu'on se dit, mais on n'a pas voulu comprendre ce pays et on ne veut pas en comprendre les caractéristiques. Et quand les talibans représentent et reprennent le pouvoir, avec tous les excès, c'est qu'il y a quelque chose dans notre mode de décision et notre manière de traiter militairement les crises, qui est quelque chose qu'on ne comprend, dans lesquels on n'a pas fait, si vous voulez, l'ajustement. C'est d'autant plus intéressant, je me souviens au début de la guerre en Afghanistan, ils poursuivaient les dirigeants talibans. C'était Mollah Omar qui s'enfuyait sur sa trottinette, enfin sur son Somex, je ne sais pas quoi. Et on a réussi à le loger, à l'éliminer. Ça y est, job's done. 20 ans après. Ben oui, parce qu'on fonctionne sur un principe hiérarchique. Si on tue le chef, regardez, au Venezuela, si on enlève le chef d'État, ben ça va, le problème est réglé. Non, non. Et puis, alors, encore une fois, c'est la manière de traiter l'intérieur et l'extérieur. C'est-à-dire, regardez, par exemple, la guerre contre la drogue pour Trump. C'est pas de faire la guerre contre la drogue aux États-Unis. Les consommateurs sont des malades. On peut pas les toucher. Par contre, tous ces méchants qui trafiquent de la drogue et qui nous l'importent, c'est ceux-là qu'il faut détruire. Donc, on est sur quelque chose qui est complètement schizophrène, et c'est vrai aussi chez nous. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, on vous parle de la DZ Mafia et tout ça, mais on vous dit pas qu'est-ce que les consommateurs, si vous voulez, regardez l'espèce de tolérance vis-à-vis de la consommation de drogue. On se dit, oui, mais attention, ne mélangeons pas tout, cher ami, etc., etc. Moi, j'espère que mes petits-enfants se drogueront pas du tout. Du tout. Je suis un facho, j'en sais rien, mais j'en sais rien, parce que c'est leur avenir auquel je pense, c'est leur moyen intellectuel, etc. Mais bon, on est dans une espèce de société de la tolérance. Vous savez, la tolérance, c'est aussi les maisons. Hein. Je dis même non. Elles n'existent plus trop officiellement, en tout cas. Pardon? Elles n'existent plus trop officiellement, les maisons. Non, c'est vrai. Maintenant, c'est du travail manuel. Sur Internet. Chacun est libre entrepreneur de sa propre aliénation. Pour revenir au conflit actuel en Iran, alors non seulement il y a une incompréhension culturelle, politique, ethnologique, religieuse de l'Iran, qui est quand même une vieille civilisation, c'est pas rien. Ouais. Il y a une incompréhension, il y a un raté complet stratégique. Alors, visiblement, les Iraniens se sont préparés pendant 20 ans à un conflit qu'ils mènent maintenant de manière totalement asymétrique, en sacrifiant ce qui était considéré comme la force, c'est-à-dire les systèmes de défense antiaérien, l'aviation qui est complètement inexistante. Les avions israéliens et américains volent au-dessus de l'Iran visiblement sans trop de problèmes. Par contre, ils ont des systèmes balistiques
qui ravage les bases américaines, crée des gros problèmes sur les réserves des stocks d'antimissiles, tombe maintenant sur Israël comme lors de la guerre de 12 jours, et attaque ce qui est le nerf en Occident, c'est l'économie, en bloquant le détroit d'Ormuz et en tapant sur les sites d'hydrocarbures. Alors, considérant cet échec et la guerre asymétrique qui visiblement n'arrive pas à être jugulée, quelle pourrait être une voie de sortie pour les Occidentaux, en particulier les États-Unis, à part les États-Unis et les Européens, accessoirement quand même. Oui, les Européens, à part écraser l'Iran sous les bombes, mais ce qui semble assez improbable vu la taille du pays. C'est un pays qui fait 90 millions d'habitants, qui fait une fois et demie la France, quand même. Donc, avant de bombarder, de raser, rappelez-vous la Seconde Guerre mondiale. Bon. Deuxième remarque, quand vous êtes bombardé par des avions, j'ai remarqué que les populations se solidarisaient avec ceux qui les défendent, pas avec ceux qui les bombardent. Je vous le dis accessoirement, parce que c'est quand même... en fait, si vous voulez, quand vos enfants sont tués par des bombardements, vous n'allez pas les dire c'est l'armée de libération. Bon. Donc, cette perception de la force, de l'utilisation de la force, encore une fois, n'est pas entrée dans les mœurs intellectuelles, si vous voulez. Bon. Et donc, rappelez-vous au début que cette guerre est déclenchée par deux néoconservateurs qui sont Trump et Netanyahou, alors qu'il n'y a pas de menace explicite, puisque l'essentiel des pays arabes a commencé avec les accords d'Abraham à se dire, bon, finalement, on va peut-être s'habituer, etc., etc. Bon. Le phénomène déclencheur, vous le savez, c'est le massacre du 7 octobre, la répression sur Gaza, qui se poursuit. Il y a un cessez-le-feu, mais enfin, ça ne concerne pas les avions. Les bombardements se poursuivent. Et vous aviez simultanément le repeuplement de la Cisjordanie par des juifs radicaux, qui sont l'équivalent des salafistes, musulmans, qui sont l'équivalent des bouddhistes du Myanmar, c'est-à-dire des gens pour qui la géopolitique est dictée par Dieu. Bon. Alors le problème pour Israël, rappelez-vous, c'est quand même que c'est d'un fleuve à l'autre dans la Bible. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quel fleuve a été pris comme critère. Selon que vous prenez le Nil et l'Euphrate, c'est pas pareil que si vous prenez le Litanie. Et donc, il y a une espèce de géopolitique tout à fait peu en contact avec la réalité, qui évidemment trouve ses origines dans une lecture d'un livre écrit il y a quelques milliers d'années, pas par les auteurs. C'est-à-dire qu'aucun des livres fondamentaux de la religion et qui légitiment les radicalismes ont toujours été écrits après le prophète. Dans les évangiles, le plus célèbre des évangiles, c'est Saint Paul. Celui de Saint Paul, or Saint Paul, il n'a pas connu le Christ. Bon, alors j'arrête là-dessus, mais c'est pour vous dire combien le langage a été formalisé par d'autres et ensuite instrumentalisé pour soit prendre le pouvoir, comme vont le faire les chrétiens, soit éventuellement justifier la guerre, etc. Ce phénomène des radicalismes religieux qui va toucher tous les espaces de la planète, n'oubliez pas aujourd'hui, néo-évangéliques américains, juifs radicaux, salafistes, en Iran, en Birmanie, Viratu et le bouddhisme radical, et en Inde, Modi qui va arriver au pouvoir. Lui, il passe par un processus. Bon, le petit problème de l'Inde, c'est qu'il y a une petite minorité de 120 millions de musulmans. Ça fait quand même... Ce qui est intéressant dans le cas de l'Inde, si vous voulez, j'y reviens une minute pour vos auditeurs, c'est que Gandhi, qui va être le grand leader de l'indépendance, qui était le même de la non-violence, etc., etc., il se trouve très vite en difficulté, puisqu'il a l'appui de Jinnah, qui était le représentant des musulmans. Et pour beaucoup d'Indiens, si vous voulez, les 7 siècles d'occupation musulmane ne légitimaient pas qu'il puisse rester une minorité musulmane à qui on accorderait la parole. Bon. Et donc, en fait, vous savez comment se fait la partition, c'est-à-dire que Gandhi va accepter que la création du Pakistan donne lieu à des États principalement musulmans. Gandhi est tué par un radical hindouiste. C'est-à-dire, vous voyez bien qu'on est sur des problématiques dans lesquelles ce n'est pas la simple lecture qui prévaut. Et donc, on est à chaque fois sur des radicalismes, si vous voulez, qui, par exemple, aujourd'hui, avec Modi, Gandhi n'est plus un personnage qui doit être valorisé partout. C'est pas lui le père fondateur, vous voyez ce que je veux dire. Donc, on est dans des épisodes de réécriture de l'histoire qu'il faut surveiller de près, c'est-à-dire que nous, évidemment, on a un peu tendance à voir le monde comme platitude dont on est le centre, si vous voulez, mais ce qui se passe là-bas, on ne le suit pas obligatoirement d'assez près. Donc, on a un système diplomatique qui est le deuxième réseau du monde, après les Américains. Donc, on a effectivement des moyens d'information. Et surtout, on a quelque chose qui est absolument essentiel, que moi j'ai mesuré quand j'étais dans l'administration, c'est l'agence France-Presse. L'agence France-Presse est la deuxième agence de presse du monde, et c'est celle qui alimente tout le temps. J'avais un copain qui était secrétaire général du Quai d'Orsay. Il me disait, je lis dans les dépêches de l'AFP le soir ce que je vais voir dans les télégrammes diplomatiques le lendemain matin.
Parce que télégramme diplomatique, c'est chiffrage, déchiffrage, mise en forme, dépôt sur la tête des décideurs. Vous vous rendez compte de cette humilité de ce type qui dit, mais ma source d'information, c'est l'agence France-Presse. Je l'ai jamais dit aux copains de l'agence France-Presse, sinon ils auraient la tête qui gonfle. Donc, on arrête là-dessus, mais c'est pour vous dire combien l'appréhension du monde extérieur, c'est les moyens dont on en dépend. Et effectivement, chaque pays a sa géopolitique informationnelle, chaque pays a son complexe militaro-intellectuel. Donc, c'est ça qui, aujourd'hui, peut motiver des guerres sans que la connaissance géopolitique réelle du terrain soit... Et puis surtout que la connaissance de l'outil militaire et de l'efficacité de l'outil militaire soit obligatoirement préalable. Alors, la guerre en Iran a commencé et puis elle perdure. On est rentré... Aujourd'hui, on fait l'interview, c'est la 4e semaine qui a commencé hier, de guerre. Ça a l'air de partir pour longtemps. Est-ce que vous voyez une sortie de ce conflit? Moi, je reviens en arrière sur un petit épisode qui est justement très intéressant, qui est celui du massacre quand commence le massacre de Gaza et puis qu'ensuite la répression sur Gaza, si vous voulez. Il y a quand même une réaction occidentale en disant arrêtez de bombarder ce pays, c'est 20 km sur 40, c'est 1 million de personnes, je veux dire, c'est inadmissible. Bon, moi, je me souviens d'avoir dit sur le plateau télé, j'avais dit, mais attendez, rappelez-vous le ghetto de Varsovie. Les gens sur qui on tape, finalement, ils finissent par se révolter. Ah, vous n'allez pas comparer le ghetto de Varsovie avec Gaza. Bon, très bien, je vais arrêter ma comparaison. Et donc, vous aviez effectivement quelque chose qui a commencé à révolter les Européens en disant arrêtez, on ne peut pas bombarder comme ça indéfiniment. Et donc, l'idée de génie de Netanyahou, c'est de se dire, ah oui, mais si je mets l'Iran dans le coup, je vais reconstituer mon réseau de soutien. Effectivement, il va étendre la guerre au Liban, puis ensuite, il va attaquer la guerre des 12 jours en Iran, parce que l'Iran, c'est le mal absolu. Comme ça, vous êtes obligés, les mecs sont obligés de se mettre derrière vous. Vous voyez, ce coup de génie de Netanyahou, qui est un manipulateur, comme on en connaît peu. C'est déjà le cas. Bah oui, donc, c'est un démocrate manipulateur, c'est-à-dire qu'effectivement, il a été élu, il n'y a personne qui conteste son élection, mais encore une fois, le fait de l'élection ne vous garantit pas que vous élisez des leaders pacifistes, vous avez des leaders bellicistes. George Bush fils était, voilà, enfin bref, vous connaissez l'histoire, je ne reviens pas là-dessus. Le George Bush fils, c'était pas le George Bush père, hein. Le père, il avait perdu un bras dans la guerre, le George Bush fils, il n'a jamais fait la guerre, hein, moi. Oui, il était dans la garde aérienne. Oui, il était dans la garde nationale. Oui, oui. Alors, pendant la guerre du Vietnam, pour beaucoup de Vietnamiens au Texas. Oui. Mais en dehors de ce retour en arrière, là, même Netanyahou, qui a voulu cette guerre, a l'air embarrassé. Parce que les antimissiles font à nouveau défaut comme lors de la guerre des 12 jours, et les Iraniens n'ont pas capitulé et ont l'air de vouloir continuer, eux, maintenant, la guerre. Oui, ce qui est intéressant dans l'évolution de ce conflit, c'est qu'on ne se doutait pas que l'Iran pouvait préparer quelque chose qui était une guerre asymétrique. Parce que, évidemment, l'armée iranienne, on l'avait vu dans la guerre Iran-Irak, ou dans des choses comme ça, ou les passes d'Aran, etc. Bref, mais penser qu'il pouvait y avoir une espèce de pensée stratégique qui réfléchirait sur des instruments nouveaux comme les drones, que les systèmes consistant à bombarder localement les bases américaines pour des pays qui se trouvaient en difficulté parce qu'ils ne savaient pas trop s'ils devaient se solidariser avec les Américains, se taire ou dénoncer, si vous voulez, ça a été très habile sur le plan stratégique et conceptuel. Et ça, on ne s'y attendait pas du tout. Donc, avec le dôme de fer en Israël, on pensait qu'on avait garanti la sécurité absolue du territoire israélien. On s'aperçoit d'abord que le territoire israélien, il a un peu tendance à évoluer géopolitiquement, vous avez remarqué. Mais que finalement, au bout d'un certain temps, quand ce dôme de fer est saturé, ce qui était probablement la Israël, par des éléments qui valent beaucoup moins que les missiles qu'on utilise pour détruire l'objet. C'est génial. Ils sont pénibles, ces Iraniens, ils arrivent à réfléchir sans nous. Et donc comment ils s'en sortent maintenant? Ils s'en sortent, en tout cas, visiblement, au point que ce qui devait être une guerre courte devient une guerre qui va s'enliser. George Bush va avoir les élections locales intermédiaires, vous savez, donc on va voir comment les Américains réagissent. C'est comme les Iraniens. Est-ce que vous allez avoir des Américains qui vont se dire non, mais il faut soutenir, c'est une guerre, ou est-ce que vous allez avoir des Américains qui disent mais qu'est-ce qu'on fait dans cette guerre-là? Alors là, apparemment, le complexe militaro-intellectuel n'a pas très bien marché aux États-Unis. Apparemment, c'est beaucoup d'Américains d'abord s'y opposaient et s'y opposent d'autant plus que le prix du pétrole est en train de monter déjà aux États-Unis et qu'ils anticipent les conséquences désastreuses pour l'économie américaine. Donc pour le coup, ça n'a pas marché. Visiblement,
D'ailleurs, on annonce une chambre bleu horizon, si je peux m'exprimer ainsi, pour les démocrates midterms. Oui, mais en même temps, les démocrates n'ont pas de leader, si vous voulez, qui soit capable de fédérer et de formaliser un discours. Parce qu'encore une fois, on est dans le cas, si vous voulez, du pays nationaliste. Est-ce qu'on critique le dirigeant qui fait la guerre? Je veux dire, on peut critiquer la guerre, mais il ne faut pas s'abuser à dire que notre chef est incompétent. Donc, on a quelque chose qui est probablement va peser dans les élections locales américaines, mais je ne suis pas spécialiste des États-Unis, je ne peux pas vous dire, je ne prendrai pas de pari là-dessus, quoi. On disait que les Iraniens mènent une guerre asymétrique, et en particulier, ils ont bloqué le détroit d'Ormuz et s'attaquent aux installations, en tout cas, ils menacent de s'attaquer encore plus lourdement aux installations d'extraction gazière et pétrolière dans le Golfe. Le Qatar a déjà coupé ses extractions de gaz, les réserves se remplissent partout, les bateaux font la queue leu et s'ils ne sont pas chinois ou indiens, ne sortent pas. Qu'est-ce qui va se passer d'après vous avec les pays du Golfe? Est-ce qu'ils vont craquer? Est-ce qu'ils vont éclater? Et vous qui connaissez très bien en particulier l'Arabie Saoudite, qui avait écrit sur les réseaux saoudiens, est-ce qu'ils vont plutôt embrayer vers les États-Unis ou essayer de se sortir de ce conflit en demandant la sortie? Vous savez, la guerre est une science inexacte. Hein. Rappelez-vous la guerre de 14, on partait tous à Berlin, etc., tout le monde content, etc. Bref, personne ne pensait que ce serait cette espèce d'effroyable boucherie. Bon. Et on a régulièrement, rappelez-vous que nous, on sort de la guerre d'Indochine, la guerre qu'on a effectivement. Alors, je reviens une minute en arrière parce qu'encore une fois, la dimension historique est essentielle. La France avait perdu la guerre de 40. Donc, à la différence de la Grande-Bretagne, qui, elle, était sortie parmi les vainqueurs, même si De Gaulle nous fait une place assise à l'ONU, la France ne retrouve son statut d'empire que si elle remaîtrise ses colonies. Bon. Or, il se trouve qu'on a les émeutes de Sétif et de Constantine en 46, donc ça, c'est pas grave, on va réprimer. Et puis, vous avez Dargent-Lieu, qui est pourtant compagnon de la Libération, va bombarder Haiphong parce qu'il y a les premières émeutes indépendantistes vietnamiennes. Donc, si vous voulez, la France va se recoloniser parce qu'elle l'estime indispensable à son statut de puissance. Alors que les Anglais, qui disent, bon, écoutez, je sais qu'on ne va pas se relancer une nouvelle guerre, vont donner l'indépendance à l'Inde en 1947. Vous vous rendez compte du décalage géographique, historique, etc. Et donc, nous, on va s'engager dans des guerres de décolonisation qui vont se terminer en 62, et ce n'est qu'après qu'on fera la décolonisation de l'Afrique, etc. Donc, si vous voulez, ces différences de posture qui s'expliquent encore une fois par la géopolitique, par la psychologie des décideurs, etc., va effectivement modeler notre rapport à l'autre. Et encore une fois, c'est la façon dont on va décider de faire la guerre qui est le ressort qu'il faut essayer d'analyser. Moi, ce que j'ai surtout essayé de travailler, c'est sur ces mécanismes décisionnels. Parce qu'encore une fois, quand vous avez un type comme BHL qui dit « je rentre de Libye, je les connais, on peut les bombarder », c'est pas possible. Alors, bon, il y a peut-être une histoire de pognon entre Kadhafi et Sarkozy, mais ça, c'est pas grave. Je veux dire que Sarkozy n'a pas été capable à un certain moment de se dire « mais c'est pas si évident que ça ». Il n'y a que lui qui puisse répondre. Et donc, les États du Golfe, vous pensez qu'ils craquent Alors oui, pardon, excusez-moi, je reviens sur le détroit d'Ormuz, puisque vous posiez la question. Bon, le détroit d'Ormuz est une erreur de la dérive des continents. Hein. Je veux dire, théoriquement, il aurait fallu que ça puisse rester fermé, parce que quand même, c'est pas possible. On sait qu'il y a 20% du pétrole mondial qui passe par là. Alors, je me souviens que quand il y a eu la première guerre avec l'Iran, donc dans les années 90, les Iraniens construisaient un pipe qui devait permettre de sortir hors du détroit d'Ormuz. Je ne sais pas s'ils l'ont fini, ce pipe, etc. Mais enfin, les Russes se sont préoccupés qu'une partie du pétrole iranien puisse s'évacuer par le nord, la Russie, etc. Donc, la dépendance mondiale par rapport au détroit d'Ormuz est probablement plus forte, si vous voulez, que ne l'est la dépendance iranienne par rapport au détroit d'Ormuz. Bon. Et donc, effectivement, bloquer le détroit. Bon, ensuite, est-ce que vous allez risquer un porte-avions, comme l'ont fait les Américains, dans un truc qui fait 200 km de long? Parce que, rappelez-vous que la première, encore une fois, je reviens sur la première guerre, les Iraniens avaient construit des vedettes rapides qui venaient, qui bombardaient les pétroliers, qui ont réussi à faire la guerre du pétrole, c'est avec des moyens minimes. Là, ils font la même chose, ils font la guerre avec des moyens minimes, qui sont les drones, etc., etc. Et donc, on a une pensée stratégique iranienne. Le problème, c'est qu'elle correspond à pas à nos critères, donc ça ne peut pas être une bonne pensée stratégique. Vous voyez ce que je veux dire? On est sur quelque chose où, une fois encore, aujourd'hui, on est dans une situation où ce sont les militaires qui sont les plus prudents, si vous voulez, dans le déclenchement de la guerre.
BHL n'a pas fait son service, hein, je vous le signale. Donc on est sur quelque chose, encore une fois, vraiment étonnant. Et Trump, pareil, il a fait son service dans la garde nationale. Donc, je sais pas, j'ai quelques problèmes. Visiblement, les dirigeants ont aussi dans quelques problèmes, parce qu'ils n'ont pas l'air de trop savoir. En réalité, quand on écoute Donald Trump ces jours-ci, on passe le matin on a détruit l'Iran au soir. Demain, ça sera le pire bombardement qu'a connu l'Iran tous les jours. Donc maintenant 2 semaines, ça devient une sorte de disque rayé. On va convoyer des navires dans le détroit d'Ormuz. On va faire un assaut amphibie. Ça a l'air d'être plutôt la panique là-haut. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein. Tout à fait d'accord avec vous. C'est une. J'avoue que j'ai pas bien compris comment fonctionnait Trump. Hein. Je suis peut-être pas le seul, si vous voulez, mais on sent bien que le personnage me semble être un personnage où l'annonce suivante prend le pas sur l'annonce précédente. Et donc, si demain il décide d'envahir Cuba, tout à coup, la focale médiatique va se consacrer sur Cuba, etc., etc. Moi, ce qui m'intéresse plus, si vous voulez, encore une fois, c'est le processus de fabrication de l'opinion ici. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on a cette espèce de fascination pour des gens qui sont censés connaître le monde, parce qu'ils réfléchissent, parce qu'ils ont le temps, etc., etc. Bon. Il y a un type qui m'a beaucoup fasciné, c'est Sartre. Sartre, c'était le grand penseur de l'après-guerre. Bon. L'existentialisme est un humanisme. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais enfin, c'est comme ça. C'est l'existence précède l'essence. Je vous la livre, j'ai toujours pas compris ce que c'est, mais enfin, c'était, paraît-il, une révolution philosophique. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Il est invité 10 fois en Russie, 5 fois en Chine et 2 ou 3 fois à Cuba. Il ne voit jamais rien. Il n'a jamais entendu parler du goulag, il n'a jamais entendu parler des camps de travail en Chine. Et à Cuba, il n'a jamais rendu compte que c'était une dictature, que Castro était là, qu'il mourrait en poste, quoi. Donc vous vous dites, quel rapport nous, occidentaux, avons-nous avec ces intellectuels qui sont censés être le sommet de l'intelligence, des gens qui ont du temps pour réfléchir et qui vont peser d'une manière ou d'une autre dans la vision internationale. Je vous dis, la mouture, c'est la nouvelle mouture, c'est BHL, où on a effectivement quelqu'un qui va vous dire, j'en viens, je peux vous dire comment c'est. Il ne parle pas un mot d'arabe, hein, mais ça c'est autre chose. Ce qui nous ramène au livre que vous sortez là, Géopolitique. Ce qui nous ramène au livre que vous sortez aujourd'hui, je crois. Oui, c'est ça. Géopolitique pour les vraiment nuls et décideurs politiques. Peut-être qu'il faudra en envoyer un exemplaire traduit à Trump. À Trump, oui. Trump, je vais lui envoyer un BHL, je ne sais pas son adresse. Mais Trump, oui, effectivement, Maison Blanche, Washington, ça devrait lui arriver. Parce que, encore une fois, on est sur quelque chose qui est devenu une machine folle. Une machine folle. Encore une fois, cette fascination de l'outil militaire, cette idée qu'on est là pour le camp du bien, l'idée qu'on va effectivement contribuer. Les crises sont devenues tellement complexes qu'on ne sait plus quelle est la bonne méthode. Je vous dis l'exemple iranien, il y a la soumission du peuple iranien qui se révolte contre ces mots-là, et c'est ceux-là qu'on est censé aider en les bombardant. Il y a une petite contradiction dans les termes, si vous voulez. En plan être bombardé par des forces américano-sionistes, si vous voulez mettre en difficulté tous les opposants au régime, vous avez réussi votre jeu, vous voyez. Donc, encore une fois, cette fascination de la force est quelque chose d'assez dramatique, et Trump a quand même besoin de ça, quoi. Et en fait, on nuit aux opposants, en fait, et à l'évolution de la société iranienne par ces conflits. Oui, mais en même temps, il y avait massacre de la population. Donc, je ne sais pas. Encore une fois, c'est une crise sans issue visible. Le fait qu'on aille chercher le fils du chat, c'est parce qu'on dit il nous en faut un, quoi. Mais fondamentalement, les moudjahidines du peuple sont détestés en Iran. Ils vivent ici parce qu'ils s'auto-entretiennent, etc., etc. Mais ils ont réussi à participer non seulement à la répression des mouvements démocratiques en 79, mais ensuite à aller se battre avec l'Irak contre l'Iran. Vous voulez que je le reprenne doucement ou c'est pas la peine? Alors, donc c'est cela qu'on va prendre comme la force d'opposition. Donc je sais pas. On risque de se revoir, quoi. Ah oui, ça c'est sûr et certain. Bon, merci Pierre pour cet éclairage. Merci à vous. Non, j'ai pas éclairé là. Hein. C'est plutôt obscurci. Non, c'est pas obscurci, mais d'abord ça met un éclairage sur comment est-ce qu'on arrive à ces conflits. Ouais. Et le problème, comme on le dit souvent, c'est on sait comment on rentre dans une guerre. Par contre, comment on sort. Bon. Et puis, il est bien malin celui qui le sait aujourd'hui pour la guerre d'Iran, parce que ça a l'air. Je pense aux d'autres géopoliticiens comme Mearsheimer ou par exemple aux États-Unis. Il est bien embêté quand on lui pose la question comment on sort du conflit. Je n'ai aucune idée. C'est inextricable pour toutes les raisons que vous avez justement indiquées et on verra bien. Oui, absolument. C'est un peu l'expectative.
Bien sûr, bien sûr. Non, non, c'est vraiment très étonnant parce que, comme disait l'autre, la première victime d'une guerre, c'est la vérité. Parce que vous avez tout de suite besoin d'un système de propagande, de légitimation, d'explication, d'héroïsation, etc. Et finalement, l'objet disparaît. Moi, je commence toujours par analyser une crise en me disant qui sont les victimes. En général, ça clarifie beaucoup l'analyse, si vous voulez. Et à Gaza, aujourd'hui, vous avez des mecs qui meurent parce que les bombardements se poursuivent, mais il y a un cessez-le-feu quand même arrêté. Donc, bon. D'ailleurs, la situation est assez tragique parce qu'au Liban, maintenant, on a 800 000 déplacés. Et les chiffres du HCR sont tombés hier, au cas où, pour l'Iran. Ouais. On est déjà à 3,2 millions de déplacés intérieurs. Oui, oui, absolument. Et puis, effectivement, les gens essayent de se sauver par la Turquie. Et les Turcs, ils n'ont pas les moyens de canaliser tout ça, etc. Non, non, c'est une situation qui a été créée artificiellement, de manière unilatérale, et effectivement, purement et simplement scandaleuse. Est-ce qu'il y aura un tribunal pénal international pour juger Trump et Netanyahou? Ça, on peut toujours rêver, mais enfin bon. Parce que moi, je me souviens pas, mais 3,2 millions de déplacés en 3 semaines, c'est... Ah bah c'est énorme, oui, bien sûr. Record battu, quand même. Bien sûr, je suis d'accord. Non, c'est à peu près comme la défaite de 40, quoi. Vous imaginez ce que ça a donné quand les populations françaises ont commencé à fuir sur les routes? L'exode, quoi. Voilà. Bon, écoute, on peut se donner rendez-vous pour... Bah oui, ça. Parce que je pense que malheureusement, va continuer. Ouais. Si vous avez aimé l'interview, n'oubliez pas de liker, si ce n'est pas déjà fait, de commenter, de partager. Et puis on remet là à l'écran ce nouveau livre, Géopolitique pour les super nuls et pour les vraiment nuls. Les vraiment nuls. Ouais, les super nuls. Les super nuls, c'est les décideurs politiques. Les vraiment nuls, et les décideurs ceux qui n'ont pas le temps, si vous voulez, de lire tout ça. Voilà. Merci à vous. Merci à tous et bonne journée. À très bientôt. Merci Pierre.